Capstream, des lieux uniques au cœur de l'écosystème breton, vous présente Eco & Co. Bonjour à tous et bienvenue dans Eco & Co, votre magazine de l'économie en Bretagne. À la tête du Crédit Mutuel Arkea, Hélène Bernicot et Anne Le Goff coécrivent La fabrique de la décision, un essai sur le management de la seule banque européenne dirigée par deux femmes. Le Crédit Mutuel Arkea et ses filiales, c'est aujourd'hui plus de 11 000 salariés. Avant cela, on fait un point sur l'actu éco en Bretagne et on prend la direction de Morlaix, touché par l'inflation, l'augmentation du prix des matières premières et celui de l'énergie. La biscuiterie Le Goff doit s'adapter afin de pérenniser l'emploi sur son site. On regarde tout de suite le reportage d'Adrien Paquier du Télégramme. La fabrication du traditionnel gâteau breton est devenue un véritable casse-tête. Depuis 1950, jamais la biscuiterie Maison Le Goff n'a connu autant de crises en si peu de temps. Le coût des matières premières a tout simplement flambé. Depuis juillet 2021, c'est un tsunami en fait littéral de hausse, donc c'est pas compliqué. En janvier 2021, le beurre valait 3,67 du kilo, il vaut 8,31 aujourd'hui. Donc voilà, ça vous donne tout de suite un exemple. Quand vous en mettez en fonction des produits entre 16 à 30%, vous voyez, l'impact, il est très fort. Mais face à cette situation inédite, la biscuiterie morlaisienne doit se débrouiller seule. Nous, aujourd'hui, chez Maison Le Goff, on ne bénéficie pas d'aide. Enfin, nous, on est déjà trop important comme entreprise pour pouvoir en bénéficier. Donc, face à cette inflation, il n'y a pas d'aide. C'est au chef d'entreprise à réfléchir pour faire évoluer son business model et trouver à lui sa façon de rebondir. La directrice de Maison Le Goff doit donc trouver des solutions pour continuer à vendre ses produits. L'idée, c'est aussi de réinventer les recettes et les grammages pour continuer à vendre les produits. Donc ça veut dire qu'on va réfléchir, et là je ne peux pas vous dire encore parce qu'on est en train de tester des choses, à substituer les œufs, soit par des protéines végétales, soit par des enzymes, etc. Conséquence de cette forte hausse, Maison Le Goff doit augmenter ses prix pour préserver ses marges, comme pour cette simple petite galette bretonne pur beurre qui a vu son coût de production exploser. Donc cette galette en 2021, elle coûtait 29 centimes en coût matière et coût emballage. Aujourd'hui, elle coûte 39 centimes, d'accord ? Elle a pris 10 centimes, ça veut dire plus de 34% de progression en coût matière première et emballage. 34% d'augmentation, bien sûr, c'est conséquent. Nous, PME, on n'est pas sur des marges de gros industriels. Donc voilà, non, je ne vais pas baisser mes marges. Et oui, je vais répercuter et voilà, j'ai pas le choix. Seule certitude, l'avenir des gammes de la biscuiterie sera impacté. Si certaines seront moins produites ou fabriquées différemment, d'autres pourraient disparaître. Anne Le Goff, Hélène Bernicot, bonjour déjà. Merci de votre présence ici. Alors on va évoquer dans quelques instants justement la fabrique de la décision, cet ouvrage, cet essai à 4 mains que vous avez coécrit. Alors on va parler un peu aussi de l'actu aujourd'hui économique locale, un mot sur la situation que traversent justement les entreprises comme la biscuiterie Le Goff, ont prédit une année 2023 plus compliquée aujourd'hui pour l'économie. Faites-vous le même constat et comment accompagnez-vous aujourd'hui, Anne Le Goff, les entreprises confrontées à des difficultés certaines ? Bonjour Christophe. Alors effectivement, le reportage est un témoignage très représentatif du contexte. On ouvre l'année 2023 avec ce contexte inflationniste et en particulier ce sujet des matières premières. Peut-être avant de répondre à votre question sur l'accompagnement, je pense qu'il faut aussi avoir en tête plusieurs éléments. Là aussi, c'était très bien dit. C'est vrai que c'est une crise qui suit d'autres crises. Donc voilà. Une succession en fait d'événements qui se sont déroulés qui fait que voilà. Aujourd'hui, la situation est plus compliquée. Voilà, et l'acteur évidemment financier est un observateur, l'acteur financier que nous sommes est un observateur particulier de cette situation, juste peut-être pour là aussi éviter un syndrome de morale en berne. Les entreprises bretonnes ouvrent cette année 2023 dans une situation économique plutôt favorable et notamment grâce aux différentes mesures qui avaient été prises au travers des mesures dites Covid, des situations de trésorerie qui sont plutôt favorables. Donc ce que l'on peut dire, c'est que nous, acteurs financiers, nous n'observons pas une généralisation de difficultés dans l'ensemble des entreprises bretonnes. Pour autant, bien sûr, en fonction du modèle d'activité, on le voit bien encore une fois à travers ce reportage, il y a
effectivement des situations qui individuellement méritent un accompagnement particulier, et c'est ce que l'on fait. L'acteur qui accompagne les territoires et qui accompagne les clients, en particulier entreprises. Vous êtes optimiste pour cette année 2023 ou modérément optimiste? On est prudent parce que le contexte, on le voit bien, est délicat, et notre ambition, c'est de réussir à accompagner chacune des situations avec des mesures adaptées à la situation, selon qu'on est très exposé au travers de l'activité à l'énergie, par exemple. Je crois que ce qui ressortait aussi du reportage, c'est ce côté agilité, trouver des solutions un peu différentes, parce que, encore une fois, cette situation oblige aussi à réfléchir certainement un peu différemment. C'est vrai que souvent les moments de crise sont les meilleurs moments aussi pour se réinventer. On y viendra dans un instant, puisque finalement c'est ce que vous avez pu faire aussi au sein du Crédit Mutuel Arkéa. Nous ne sommes pas des machines ni des superwomen. Alors, c'est pas moi qui le dis, mais bien vous, mesdames, Anne Le Goff et Hélène Bernico. Cette phrase est tirée de La Fabrique de la décision, un essai écrit, comme je le disais tout à l'heure, à 4 mains, que vous co-signez. Pourtant, vous occupez une place aujourd'hui singulière. Vous êtes le seul duo tandem féminin à la tête d'une banque européenne. Aujourd'hui, vous êtes au 7e rang aussi des banques françaises. Comment expliquez-vous justement cette situation particulière, Hélène Bernico ? Bonjour Christophe. Donc effectivement, on est le seul binôme à la tête d'une banque, et je pense qu'on pourrait élargir d'ailleurs à d'autres secteurs financiers. Alors ce livre, en fait, c'est un témoignage 3 ans après notre nomination sur finalement la manière que l'on a d'exercer le pouvoir, la manière que l'on a de diriger cette entreprise, de fabriquer la décision. Alors c'est aussi intéressant de se poser la question, pourquoi chez Arkéa ? Il se trouve que l'entreprise était prête. Je crois que voilà, c'est plutôt un rendez-vous qu'un hasard. Pourquoi prête ? Alors parce que il y a maintenant plus de 5 ans, on a pris conscience qu'il y avait aussi un sujet dans notre entreprise de représentation, on va dire, déséquilibrée entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc on a mené ce qu'on appelle un projet. Donc on a travaillé à identifier quelles étaient les raisons pour lesquelles on avait globalement des femmes dans l'entreprise. On en a toujours environ 55%. Et pourquoi on n'en avait pas au plus haut niveau de l'entreprise ? C'est une réalité que l'on retrouve, je pense, aujourd'hui dans toutes les entreprises françaises. Et donc, on a mené un projet qui a consisté à bien comprendre quels étaient les freins, et puis voilà, un plan d'action qui aujourd'hui fait que nous avons formé nos 11 000 collaborateurs à ce que sont les stéréotypes, les biais inconscients. Donc, on a fait changer la culture de l'entreprise. Et aujourd'hui, donc, il se trouve que nous avons un COMEX à près de 40% de femmes, un conseil d'administration aussi à plus de 45%. Un comité exécutif, un conseil d'administration à plus de 45%. Et partout dans l'entreprise, on veille à ce qu'il y ait des femmes à tous les niveaux. Et donc, il se trouve que l'entreprise est très prête. Et donc, en 2020, nous avons été toutes les deux nommées à la tête de cette entreprise. Et ce que l'on présente dans ce livre, c'est vraiment le témoignage de notre expérience et de la manière dont, on porte les couleurs de cette entreprise de manière très collective, puisque c'est ça qui nous tient à cœur. Alors, on dit souvent tout commence en Finistère. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir brisé un plafond de verre, justement, et peut-être un vent qui commence à souffler, justement, ici, mesdames ? En tout cas, c'est aussi l'objectif finalement de cet ouvrage, qui était pas un souhait de notre part, mais qu'on est venu finalement nous proposer cet ouvrage en nous disant mais vous représentez quelque chose qui est très novateur. Et donc si au travers de cet ouvrage on peut inspirer, on peut démontrer au travers de notre exemple que ça apporte du bon à l'entreprise, ça apporte du bon à la société, parce que derrière il y a un sujet d'inclusion, il y a aussi un sujet de performance. Alors on en sera particulièrement fiers et touchés, bien sûr. On va parler évidemment de la performance, mais on sait qu'il n'y a pas que ça. Une situation singulière, mais vous refusez de définir un leadership féminin. Pour quelle raison ? Alors, c'est plus de se dire que tout cela a vocation à être partagé. Et finalement, ce que l'on présente à travers l'ouvrage, c'est... Alors, on n'est pas donneuse de leçons. C'est un témoignage, une expérience. Il se trouve qu'on le vit, on la pratique en tant que femme. On est totalement convaincu que cela peut se pratiquer aussi chez les hommes. Et le deuxième point qui est important, c'est que je parlais tout à l'heure du projet qui a visé à s'assurer d'un bon équilibre entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. On s'est toujours assuré de ne pas opposer, mais vraiment d'inclure. On est convaincu que pour que dans l'entreprise,
finalement le collectif fonctionne, il faut que les hommes et les femmes soient convaincus et soient acteurs de cette prise de décision collective, puisque l'enjeu c'est cela, c'est prendre une décision en intégrant le maximum d'acteurs pour avoir la meilleure décision possible, tout simplement parce que face aux enjeux que l'on a collectivement devant nous, on est convaincu qu'être plusieurs à réfléchir, raisonner, chacun à sa manière et chacun avec ses qualités, derrière on est plus fort et on a une meilleure décision. C'est tout simplement ça qu'on vise à faire. Premier point. Et deuxième point, peut-être par rapport à une notion d'impact, c'est se dire que finalement l'entreprise, elle peut identifier un sujet de société et trouver des moyens peut-être de les résoudre à son échelle et ensuite de le partager, de les livrer pour que plus globalement peut-être d'autres acteurs puissent s'en inspirer et faire avancer en fait ce sujet ou cette problématique de société. On parle souvent de décision aussi, bien souvent on dit il y a le final cut, qui a dans l'entreprise le final cut, et là on vous pose cette question-là régulièrement, alors ça se passe comment justement quand vous êtes toutes les deux peut-être? C'est une question qu'on nous pose systématiquement. Mais au final, comment est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas d'accord et qui décide ? Et justement, ce qu'on veut apporter comme témoignage, c'est que notre mode de leadership, notre mode de fonctionnement vise justement à ne pas opposer les positions, mais bien à s'enrichir les uns les autres des différents points de vue, des différentes positions, considérant que c'est par la confrontation des idées, le débat très ouvert, qu'on arrive à prendre collectivement la meilleure décision. Et donc, il nous arrive régulièrement de ne pas avoir le même point de vue parce que voilà, on est complémentaires en termes de personnalité, complémentaires en termes de parcours, et c'est une vraie force. Et on se le dit très très régulièrement. C'est une vraie richesse de réussir. Alors, il se trouve qu'on est souvent spontanément très d'accord, mais quand on a des points de vue différents, le fait de s'en parler, et bien finalement, on arrive parfois à prendre une décision complètement différente parce que justement, on aura mieux compris, mieux appréhendé les différents points de vue. Et alors, en quoi justement cette gouvernance vous apporte une certaine sérénité, ce que vous dites dans le livre? Alors déjà, être deux, c'est ne pas être seul. Donc ça permet d'éviter, on parle souvent de la solitude de pouvoir, qui est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'en prenant du pouvoir, on est isolé. Potentiellement, on peut être isolé, on peut se sentir isolé, un peu déconnecté déconnecté de la réalité. Souvent, les gens vous servent ce que vous avez envie d'entendre, et nous sommes très attentifs à pas n'avoir que cela. Donc être deux, c'est ne pas être seul. Et par ailleurs, être deux, c'est pas non plus être qu'en tête à tête. C'est-à-dire quand on voit que spontanément, on n'est pas aligné ou qu'on peut avoir des points de vue différents, on dit ça peut être intéressant d'élargir, de partager, de faire venir d'autres experts, et c'est ça la prise de décision collective. Et on se rend compte que c'est une grande richesse que de pouvoir justement bénéficier de l'ensemble des talents et de l'ensemble des visions pour avoir la meilleure décision qui soit en fait. Alors, les résultats du Crédit Mutuel Arkéa n'ont jamais été aussi bons, du moins ceux consolidés au premier semestre 2022. Vous allez nous dire si la tendance est similaire. Tous les signaux sont au vert, mais l'aspect financier n'est plus l'unique aujourd'hui réussite d'une entreprise. Ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale, sociétale justement des entreprises, et tous les critères, ce qu'on dit extra-financiers, prennent le pas sur le reste. La banque d'aujourd'hui a un devoir d'exemplarité. On change aujourd'hui de paradigme. Pourquoi ? On change de paradigme parce que l'environnement autour de nous change de paradigme. On l'évoquait en début d'entretien. On a, nous, en tout cas, cette conviction qu'on a adressée de manière très, très concrète dans la feuille de route, finalement, de groupe, c'est qu'on ne peut plus piloter nos entreprises avec les seuls indicateurs financiers. Une entreprise qui ne se pose pas la question de son impact environnemental, sociétal et même de gouvernance passe à côté de quelque chose de majeur, voire d'inquiétant pour sa pérennité. Et concrètement, dans les faits, c'est quoi ? Et alors justement, nous, ce que l'on a souhaité, c'est au travers des activités de financement que l'on fait, se dire qu'on finance des projets auprès des particuliers, auprès des entreprises, qui doivent embarquer justement cette définition de l'impact qu'elle peut avoir sur l'environnement. Ça va être de dire... Finalement, quand j'accompagne une entreprise, est-ce qu'elle améliore l'empreinte environnementale sur le territoire ? Quand je finance un bien habitat, quelle est sa performance énergétique ? Et est-ce qu'en tant qu'acteur financier, je peux aider mon client à améliorer finalement cette performance énergétique ? Tous ces sujets-là, nous les avons adressés. Et vous évoquiez effectivement la performance financière du Crédit Mutuel Arkéa qui va bien et qui continue d'aller bien. C'est fondamental pour continuer justement à accompagner nos clients. Mais nous y avons ajouter en complément une autre dimension que l'on mesure en euros également, et ça aussi c'est inédit en France et en Europe, une mesure de performance extra-financière
en allant chercher... Ce que vous appelez le calcul de performance globale. Hein. Exactement, donc la performance financière et la performance extra-financière. Et sur la performance extra-financière, on traduit en euros quel est l'impact finalement de nos financements. C'est-à-dire que quand j'accompagne une entreprise, quelle est effectivement l'empreinte carbone du projet que je finance, quelle est l'empreinte sur l'emploi sur le territoire et ailleurs de ce que l'on finance, du projet, quel est l'impact sur les déchets. Enfin bref, on a pris une vingtaine d'indicateurs comme ça où l'on vient mesurer en tant nous qu'acteurs de financement, et on complète ça bien sûr avec notre empreinte directe. On a 11 000 collaborateurs, mais tout cela génère effectivement de l'accompagnement auprès de nos salariés, et au bout du bout on arrive à mesurer une performance extra-financière qui vient finalement nous apporter un éclairage supplémentaire et nous dire, et traduire en tout cas en preuve le fait que nous souhaitons accompagner l'économie dans une vision durable de la société. C'est facile d'embarquer parce que se dire on va monter un projet comme ça à deux, mais réussir à embarquer 11 000 collaborateurs dans cette dynamique-là, Hélène Bernicot? Alors, c'est une question très intéressante finalement. Comment on l'a amené, ce sujet d'embarquer tout le monde? C'est-à-dire que notre plan stratégique et cette thématique de ce que l'on appelle l'entreprise à mission, c'est-à-dire que l'entreprise... Que vous êtes depuis mai 2022. Nous sommes depuis mai 2022. L'entreprise, elle acte que sa stratégie, elle vise certes à faire du résultat, performance financière dont parlait Anne à l'instant, qui est évidemment essentielle, mais elle vise aussi à répondre à un certain nombre d'engagements et l'entreprise prend des engagements quelque part vis-à-vis de la société. Ces engagements, ils sont ancrés, alors j'allais dire dans le marbre ou dans le granit, en tout cas dans nos statuts. Et je prends des exemples. Notre engagement, c'est par exemple d'avoir un équilibre entre la performance financière et extra-financière et d'avoir une gouvernance dans les territoires. Je pense que ça va parler à vos téléspectateurs. De la même manière, on s'engage à favoriser l'inclusion, donc l'inclusion bancaire, mais pas uniquement, l'inclusion au sens large. Donc ce sont des engagements et derrière, on va avoir des comptes à rendre, j'ai envie de dire, sur ces engagements avec un comité spécifique qui va venir suivre cette mission et qui va intégrer des acteurs internes à l'entreprise, des collaborateurs, des administrateurs, mais également des experts qui vont venir quelque part challenger la stratégie, c'est-à-dire venir avoir un regard critique sur la stratégie de l'entreprise pour s'assurer que ce que l'on dit, on le fait. Et ça, c'est un point qui est très important pour nous, c'est l'action par la preuve, c'est-à-dire on a des discours, on s'engage et derrière on a des preuves. Et ce dont parlait Anne tout à l'heure, pour avoir des preuves, il faut pouvoir mesurer. Donc on dit on va mesurer toutes nos actions et on se fixe des objectifs, encore une fois à la fois financiers, des objectifs qui permettent d'améliorer un certain nombre de thématiques. Et ces premiers résultats sont comment justement là? Bon. Ils sont bons mais pour répondre à votre question, justement, on veut changer aussi de paradigme dans l'interprétation que l'on en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de faire toujours plus, on est dans une logique de comment finalement, au travers des impacts que nous avons, que ce soit sur l'environnement et les éléments socio-économiques, comment s'inscrire dans une trajectoire de progrès dans la durée. Je vais prendre là aussi un exemple très concret. On est en Bretagne, la filière agriculture est un élément important. Le financement de l'agriculture est pour nous fondamental, c'est au cœur de notre ADN tout simplement. On sait très bien qu'il y a des sujets environnementaux. Il ne s'agit surtout pas de dire attention, on va restreindre le financement de l'agriculture. Bien au contraire. D'ailleurs, sur le volet socio-économique, c'est vraiment une activité qui a un impact territorial très très positif. Et donc tout l'enjeu, c'est déjà nous en interne d'apporter cet éclairage sur nos prises de décision et puis d'accompagner progressivement effectivement les sociétaires, les clients, nos interlocuteurs et main dans la main se dire que collectivement on a une vraie responsabilité qui est quand même très intéressante pour le futur du territoire et comment ensemble on peut aussi c'est-à-dire concrètement leur demander de s'engager un petit peu aussi quand ils ont des besoins spécifiques en disant ok on va vous prêter et se dire mais dans ce cas-là pour aller vers ces objectifs-là vous nous accompagnez quoi. Voilà, et se comprendre les uns les autres pour ensemble imaginer des solutions parce que là aussi ça fait le lien avec cet ouvrage, c'est quand on se met autour de la table, quand on met des compétences complémentaires les unes avec les autres, et ben on arrive à trouver des solutions assez intéressantes et nouvelles. Finalement, est-ce qu'on revient à ce qui s'est passé une centaine d'années à Landerneau? Le mutualisme n'a jamais été aussi moderne. Voilà, j'allais y venir. J'allais y venir. En fait, on se rend compte que finalement notre statut de banque coopérative a beaucoup d'avantages, notamment pour adresser 3 sujets, puisque là on voit qu'on a traité 3 sujets sur la prise de décision. C'est le collectif, le territoire et le long terme. Voilà, donc l'ancrage territorial,
On l'a naturellement et spontanément à travers nos caisses locales, mais aussi à travers notre mode de gouvernance, puisque au plus haut niveau de l'entreprise Crédit Mutuel Arkea, ce sont les représentants des sociétaires qui prennent les décisions finales, toutes les décisions importantes pour l'entreprise. Le long terme, on l'a parce qu'on n'est pas coté de fait, c'est-à-dire notre capital, nos capitaux appartiennent à nos sociétaires. Et puis le troisième volet, c'est qu'on a une interaction permanente, j'allais dire, avec nos administrateurs et en permanence ce double regard qui permet justement de travailler la décision de manière collective et s'enrichir en fait de l'ensemble des points de vue. Donc l'ancrage territorial, le long terme et le collectif, c'est vraiment les trois piliers de la prise de décision que l'on essaye vraiment d'ancrer dans l'entreprise. Alors une prise de décision que vous souhaitez toujours garder plus que jamais, certainement. Difficile de terminer cette émission sans évoquer avec vous la question de l'autonomie du Crédit Mutuel Arkea. Vous avez annoncé dans un communiqué reprendre les discussions avec la Confédération nationale du Crédit Mutuel et son président Nicolas Thierry, dont vous souhaitez vous désaffilier. Cette séparation ou ce divorce souhaité depuis 2014 est-il toujours à l'ordre du jour? Hélène Bernicot, Anne Le Goff. Alors, je pense que pour bien comprendre le sujet, il faut comprendre que la finalité n'a pas changé. La finalité, c'est de pouvoir continuer à prendre les décisions dans les territoires. Après, sur le moyen, il y a le premier moyen qui aujourd'hui, effectivement, est notre mandat, c'est la désaffiliation, qui est de dire de sortir du Crédit Mutuel. On est en train de tester un deuxième moyen, une deuxième voie, qui est de dire restons au sein du Crédit Mutuel, mais faisons évoluer un certain nombre de règles pour nous permettre d'assurer dans la durée notre liberté, de garantir plus exactement dans la durée notre liberté d'entreprendre et le fait que les décisions soient réellement prises dans les territoires, tout simplement parce que c'est la force de ce groupe, la force de ce modèle, et on est convaincu que plus les décisions sont prises proches du terrain, meilleures elles seront. Alors évidemment on entend tout ça, mais est-ce qu'aujourd'hui la Confédération est prête à entendre ces arguments-là ? Alors ça fait partie effectivement des points de discussion que l'on a en ce moment. Donc on est maintenant, c'est dur. Alors ça fait de très nombreuses années qu'on a une situation de discussion peut-être un peu compliquée et des vrais conflits. Sur cette thématique-là. Je pense, et c'est vraiment notre message aussi au travers de cet ouvrage, c'est que derrière ce sujet qui est très complexe, très, très important pour les territoires, pour l'entreprise et pour tout ce que cela représente, on veut expliquer aussi en quoi ce modèle apporte une vraie valeur ajoutée, là encore une fois, à toute la société. Et donc, pour répondre à votre question, les discussions, on s'est remis autour de la table, et ça, c'est une vraie évolution par rapport aux 8 ans que vous venez de mentionner, c'est que là, on a accepté l'idée de se mettre autour de la table pour mieux se comprendre. Et espérons, on en formule le vœu en tout cas à la même manière que ce qu'on a écrit au travers de cet ouvrage, qu'en se mettant autour de la table, qu'en essayant de bien se comprendre les uns les autres, on arrive à trouver une solution. Que 2023 sera peut-être l'année où tout se passera. On n'en sait rien pour l'instant. Vous allez vous remettre déjà autour de la table, ce qui sera une très bonne chose. Merci mesdames, ainsi s'achève ce nouveau numéro d'Eco & Co. Je rappelle évidemment l'ouvrage d'Anne Le Goff et d'Hélène Bernicot, La fabrique de la décision. C'est aux éditions Cherche Midi, c'est bien ça. Merci à vous, ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur vos chaînes locales TBO et TV Sud. Kenavo. Capstream, des lieux uniques au cœur de l'écosystème breton, vous a présenté Eco & Co.